sans plus tarder, je vais céder maintenant la parole à notre cher professeur, M. Atosh Hicham, qui va nous présenter sa communication intitulée Environnement perçu et stratégie organisationnelle de flexibilité des PME. À vous la parole, chers collègues. Le micro, chers collègues, c'est Hicham. Bonjour, chers collègues. J'essaie de partager avec vous ma présentation, si vous permettez. Je ne sais Bien pas si sûr, vous avec avez la main plaisir. ou pas. Voilà. Il apparaît pour vous? Oui, oui. Excellent. C'est bon, merci. Je vous en prie. Bonjour tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très ravi d'être parmi mes amis, collègues dans ce colloque national qui traite la question des PME marocaines, quelle transformation face aux effets de la crise actuelle. Et c'était bien dit en disant actuelle parce qu'il n'a pas pris encore fin. Il est en train de prendre forme en réalité avec différents facteurs et phénomènes qui sont en train de se dérouler, à commencer par la pandémie. Et bien avant, bien évidemment, la pandémie, on ne s'est même pas assez sorti de la crise de 2008. Et on se retrouve au début de l'année 2022 avec des nouveaux défis, et surtout avec la guerre de la mer Noire. Je serai dans les règles de l'art après remerciement de tous les collègues, à commencer par l'Université Chaïb Doukhali, la faculté via son doyen et ses vice-doyens, monsieur également Ben Mahen, directeur du laboratoire, monsieur Driss Nasraoui, qui nous a invités à être parmi vous aujourd'hui en tant que coordonnateur d'organisation. La thématique que j'aimerais partager avec vous, et j'espère être dans les règles de l'art, comme a fait mon collègue Fouzi tout à l'heure, parce qu'il n'a pas débordé le timing, j'espère y être, c'est l'environnement perçu et stratégie de flexibilité des PME. Une grille de lecture. Deux mots-clés ici, à commencer par la question de la PME. L'objectif ici, ce n'est pas de déplorer le vécu des PME, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, ni également de chercher à défendre l'idée que c'est le moteur entrepreneurial, si l'on ose dire, de toutes les économies. Et il suffit de lire l'économie des 3 0 par exemple, pour comprendre que les PME font l'économie mondiale quelque part, à côté bien évidemment de grandes mastodontes et de multitransnationales de par le monde. Bien évidemment, j'espère que la plupart des gens ici me connaissent. Je suis professeur Hicham Atosh à la faculté des sciences juridiques ici, l'université Mohamed V Rabat, également président du Forum des économistes marocains. Je remercie les collègues d'avoir associé le forum à cette activité. Directement, la question centrale à méditer, pourquoi je n'ai pas dit problématique, parce qu'à mon sens, la science et l'économie d'organisation en matière de PME a besoin d'être réinventée quelque part. Toutes les thématiques qui ont été traitées à ce jour étaient des thématiques qui tournent autour des grands problèmes de la PME, de la démographie de la PME ou de la capacité flexible des PME. Le contexte de la crise actuelle renvoie à revisiter la économique ou à revisiter le mode d'analyse économique, plus particulièrement puisqu'on parle d'entreprise au niveau micro et économique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revoir les théories fondamentales, mais je dis les thèmes managériaux étudiés doivent être réinventés quelque part. Et donc, la question centrale à méditer, et qui peut devenir une véritable problématique, c'est comment se profilent les stratégies de flexibilité des PME face aux perturbations environnementales. Une question au cœur même de la stratégie
au cœur même des crises, parce que le management a démontré sa capacité à chaque fois de répondre aux crises. C'était le cas de 1929, c'était le cas de la stagflation dans les années 70, et c'est le cas également avec ce qu'on nous entendons aujourd'hui parler, management transformationnel, ou avant le management également, le knowledge management. C'est dans cette dynamique que je vous propose de voyager avec vous autour de deux axes essentiels, un axe au cœur des concepts clés et un deuxième axe sur une grille de lecture revisitée pour pouvoir peut-être poser les jalons d'une étude dans le contexte marocain qui peut emprunter cette grille de lecture afin de faire une enquête, ce qui était mon ambition il y a une quinzaine de jours, d'aller faire même une enquête terrain, sauf que les conditions, bien évidemment, de notre exercice fin d'année ne permettent pas de s'aventurer dans une courte durée à faire une enquête et à pouvoir l'analyser en détail. Au cœur des concepts clés, on commence par un enjeu central. Et c'est une étude de Lawless Research, un cabinet qui a fait une étude basée sur les réponses de 1000 professionnels métiers en IT dans le monde entier. Et il a dressé l'état des lieux de l'exécution des stratégies dans un contexte, bien évidemment, d'incertitude. Et par la suite, je vais partager avec vous que je dépasse quelque part la notion d'incertitude dans le contexte actuel. Bref, ce qui est souligné en bleu vous renseigne que les leaders mondiaux, et là on parle de PME ou non PME, les leaders mondiaux sont ceux qui arrivent à rapidement piloter l'exécution de leur stratégie en réponse à un changement. On est dans un contexte de changement. La réactivité, la résilience sont nécessaires. Qu'est-ce que ces leaders engagent? Je lis directement ce qui est en bleu parce que c'est ce qui m'intéresse. 1. Ils exploitent les pratiques lean et agiles dans l'ensemble de l'entreprise. Lean management à la japonaise et l'agilité. Vous connaissez le management de l'agilité qui est un management de flexibilité et de planification flexible. 2. Et bien évidemment, le lean, c'est d'engager les acteurs middle et les acteurs en front-off. Ce n'est pas la direction générale à elle seule qui décide et qui attend. Tout acteur de l'entreprise à l'intérieur ou parfois même à l'extérieur, quand on a des clients réactifs et des fournisseurs réactifs, puisque l'on est dans un même bateau économique, on engage le lean. Deuxième élément qui m'intéresse, c'est d'investir la technologie. Et là, on interpelle toute la technologie que vous connaissez aujourd'hui, que je vais détailler quelque part tout à l'heure. Et je commence par la question de digital, qui est l'avant-garde des TIC, des technologies d'information communication. Et là, nous avons sous la tête tout ce qui est big data, tout ce qui est intelligence artificielle, et j'en passe. Brièvement, ce débat que je suis en train d'animer n'est pas récent. Je vous renvoie un peu à la littérature à travers mon tableau 1, que je ne vais pas lire, mais je mettrai à la disposition des organisateurs cette modeste présentation, comme ça, aussi bien nous, chercheurs, profs, ou également les praticiens peuvent connaître qu'il y en a plusieurs pistes de réactivité face au changement et qui ont été déclinées depuis, je dirais, les années 30 avec la théorie des coûts de transaction et en passant par beaucoup de grandes écoles telles que celle de Chandler, Woodward et j'en passe bien évidemment. Vous avez les auteurs, mais ce qui m'intéresse, c'est les réponses aux turbulences environnementales, c'est-à-dire à un contexte plus ou moins similaire à ce que nous vivons aujourd'hui, à ce que vit l'entreprise aujourd'hui, entre autres, bien évidemment, la petite et moyenne entreprise. Vous allez avec moi sur ce qui est mis en couleurs différentes, en orange pour vous, en rose pour moi, les stratégies entrepreneuriales, innovation, introduction du changement, réaction rapide et flexible. Et on retrouve que le mot flexibilité ne date pas d'aujourd'hui. Il date des années 93, 95, 91, même 68.
développement de la tolérance aux variations et structures indépendantes flexibles, 94 poli, augmenter l'informel. Et comme vous le savez, dans le contexte marocain, pourquoi j'ai interpellé cette thématique également? Parce que nos entreprises, quelque part, et d'ailleurs M. Fouzi l'avait signalé en parlant des 3 bilans, le deuxième bilan dont elle avait parlé pour échapper au fisc, c'est un bilan d'informalité. Ça, c'est sur le plan, je dirais, fiscal. Mais sur le plan exercice, ça se traduit par des non-déclarations, par des non-facturations, par du noir également. Et ça peut, et là, je ne suis pas dans la position négativiste de considérer l'informel. Parfois, l'informel, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et donc, il faut composer avec, et ça devient parfois un facteur de flexibilité. Troisièmement, augmentation de la vitesse de la prise de décision, également la question de la transversalité à travers la gestion processuelle est très présente et à travers l'apprentissage. Et en dernier lieu, ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est la question de la focalisation et flexibilité du métier de base. Et ça nous renvoie à la capacité de différenciation, à la capacité de core competency, se concentrer sur le cœur de son métier et laisser le reste en sous-traitance. Ça nous renvoie à beaucoup de pratiques qui permettent aux entreprises de se retrouver dans les contextes de crise. Passons ce tableau pour revenir à encore faut-il percevoir la question de la perturbation environnementale. Et là, je vous renvoie à la première notion que j'ai utilisée dans mon titre. J'ai parlé environnement perçu. La fatalité de dire que la crise impacte les entreprises directement, c'est du déterminisme classique. Ce qui est de mise, c'est que est-ce que le dirigeant de l'entreprise en question voit ces transformations, voit ces perturbations? Quelle lecture elle fait de ces perturbations? C'est cette lecture-là qui va impacter ses stratégies et ses décisions. C'est pas, par exemple, oui, dans les médias, on dit la guerre. Par exemple, Ukraine-Russie, et qui a chamboulé quelque part, à titre d'exemple, les chaînes logistiques. Mais est-ce que notre entrepreneur, puisque je suis dans le cadre de la PME, perçoit cette transformation? Et est-ce qu'il se projette dans le temps? Parce que le court terme, ce n'est pas le moyen et le long terme. Beaucoup d'entrepreneurs ont vu leur entreprise casser le visage devant le fait qu'ils n'ont pas pris en considération les transformations dans le temps. Ils ont seulement focalisé leur intérêt sur le court terme, alors qu'ils se sont retrouvés dans des situations très délicates, de bons coups à long terme. Bref, les individus et les acteurs peuvent voir cet environnement différemment. C'est ce que nous qualifions de perception, ou plutôt la littérature qualifie de perception sélective et subjective. Également, les dirigeants des entreprises ont tendance à donner à l'environnement externe immédiat des qualificatifs. Soit il est stable aléatoire, soit il est stable structuré pour eux, soit il est stable réactif, soit il est turbulent. Et c'est le contexte où nous sommes. Mais encore faut-il le voir. Et en fin de compte, l'environnement est perçu par le filtre cognitif de ce manager. Et ce filtre-là peut connaître des biais d'ordre individuel, ça dépend de l'expérience et le niveau d'instruction managériel de cet entrepreneur. Ça peut relever un biais organisationnel. Est-ce que l'entreprise est dotée de veille ou pas, d'alerte ou pas? Et il peut être imputable également au système d'information utilisé ou aux structures culturelles existantes. OK? La flexibilité également, j'avais signalé déjà que c'est un débat ancien, mais je vous fais l'économie de ces slides-là. Globalement, on parle de flexibilité interne ou de flexibilité externe. Flexibilité interne, ça renvoie à des modulations des horaires. Désolé pour ma voix qui est abîmée un tout petit peu. J'espère que j'arrive à partager l'essentiel de
ce que j'aimerais partager avec vous. Ça renvoie également à des flexibilités de compétences, de polyvalence, de polycompétences ou de mobilité interne. Mais plus dur, c'est la flexibilité externe, avec des emplois temporaires, des emplois partagés, parfois des sous-traitances, et qui dit sous-traitance dit transfert d'emploi de l'entreprise donneur d'ordre vers une entreprise sous-traitante et qui répond. Et donc, c'est un peu ça. C'est des éléments qui ont été déjà dans la littérature et que j'avais l'honneur d'animer ou de débattre et d'analyser dans ma thèse de 2005 sur les stratégies organisationnelles, entre autres de la flexibilité. L'Organisation internationale du travail en fait une autre classification. Il parle de flexibilité numérique, mais pas très loin des questions qu'on venant de dire, c'est-à-dire mettre à pied des employés, modifier les horaires de travail, utiliser des travailleurs à temps partiel ou à contrat, avoir recours à la sous-traitance, la flexibilité également fonctionnelle à travers, par exemple, la rédaction des descriptions de travail, restructurer l'organisation, adopter des régimes multitâches, polyvalence et j'en passe. Ce tableau, il vous récapitule un peu les qualificatifs utilisés pour les stratégies de flexibilité en relation avec le temps de travail. Et comme vous le savez, et d'ailleurs M. Benmehen l'avait rappelé en interpellant l'étude du HCP de 2020, mars 2020, quand il y avait perte d'emploi ou arrêt temporaire des employeurs, et c'est rare les entreprises qui étaient assez responsables pour maintenir les emplois ou recourir également aux aides de l'État. Donc, vous avez des qualificatifs tels que quantitatifs, quali, externe et interne. Deuxième axe, si vous permettez rapidement, une grille de lecture réinventée. Je vous ai mis, ou j'ai essayé de planter le décor avec les concepts pour montrer que nous ne réinventons pas la roue. C'est des débats très anciens qu'il faut revisiter et en faire une nouvelle lecture peut-être afin de trouver des pistes parfois testées dans l'histoire. Dans cette grille, je défends à la place de l'incertitude la question du chaos, la théorie du chaos et du papillon. Brièvement, 4 phénomènes essentiels nous renvoient à étudier les questions de perturbation environnementale. Je parle bien évidemment de l'environnement externe et non pas de l'écologie, l'environnement externe de l'entreprise. Et ces 4 papillons ont un impact sur les intrants, sur les réflexes, sur la stratégie, les réflexes stratégiques, sur le déploiement, sur le fonctionnement processuel des entreprises. Tout d'abord, la question de révolution numérique, telles que les questions des big data et d'intelligence artificielle, et qui interpellent de l'intelligence économique. On sait très bien aujourd'hui, dans le contexte marocain, à travers la crise qu'on a commencé à défendre, par exemple, Made in Morocco. Made in Morocco, c'est une stratégie, disons, nationale, mais qui aura son impact au niveau national, au niveau de l'entreprise plutôt, au niveau microéconomique. Deuxième papillon, c'est le Covid-19 avec sa crise systémique. Et nous avons constaté, par exemple, dans le secteur automobile ou dans le secteur, par exemple, de pointe, de technologie de pointe, qu'il y avait des problèmes, par exemple, d'approvisionnement et de respect de délai vis-à-vis des clients, rien que pour l'arrêt de fonctionnement d'une usine, par exemple, qui fabrique les chipsets, les petites pièces qui entrent dans la fabrication des voitures. Et ce phénomène n'est pas lié seulement au temps qu'a duré la pandémie, rien que les 3 mois d'arrêt ou les 6 mois dans certains pays où le monde entier était en confinement, on continue à en payer l'addition. Vous avez troisième papillon, c'est le papillon actuel. Et en réalité, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sur le plan économique, géopolitique ou géoéconomique, on peut la lire autrement. C'est un grand débat, je dirais, de force entre les économies industrialisées classiques et les économies
émergentes qualifiées de BRICS. Et ils sont aujourd'hui conduits par la Russie, appuyés par la Chine. Certes, l'Inde n'est pas entrée et le Brésil ou la South Africa ne sont pas entrés dans ce duel, mais on peut dire qu'aujourd'hui, au-delà de dire c'est des dirigeants politiques qui conduisent des guerres, en réalité, en filigrane, c'est de la géopolitique, c'est un nouveau ordre économique et politique mondial qui est en train de prendre forme. Et bien évidemment, les joueurs, les outsiders, les pays qui cherchent à émerger comme le Maroc doivent trouver leur place dans le soleil à un certain moment en se décidant de quel camp ou s'ils vont constituer un troisième camp comme ça a été dans les années 70, ce qui n'est pas permis aujourd'hui. En fin de compte, les changements climatiques aujourd'hui, vous connaissez tout le débat de la durabilité, la PME est appelée également à s'inscrire dans ce débat-là de l'utopie d'humanisation des économies. Et je ne vais pas aller très loin de la crise de l'eau qui est très essentielle. Et la PME, et on sait que l'industrie, par exemple, est forte consommatrice à côté de l'agriculture, bien sûr, certaines agricultures, est forte consommatrice d'eau. Et rien que la question d'eau interpelle toute la flexibilité, toute la stratégie de flexibilité nécessaire. Comme je l'avais signalé, est-ce que ces perturbations environnementales, ces 4 papillons, sont bien perçus aujourd'hui par les PME? Et par conséquent, est-ce qu'ils déterminent effectivement leur comportement stratégique ou l'on continue à vivre la rente? Parce que là, dans ma tête, j'ai les programmes que l'État met à chaque fois dans le contexte marocain, les programmes que l'État marocain met en place pour venir à l'appui. C'est ce que j'appelle parfois l'attentisme des PME vis-à-vis de l'État. Oui, l'État a un rôle pour renforcer la capacité compétitive du pays, mais ça ne veut pas dire que les entreprises, et à leur tête, bien évidemment, les PME qui constituent la grande frange, ne doivent pas être au diapason de la stratégie, au diapason de la bataille et de l'innovation entrepreneuriale. En 2 minutes restantes, je vous livre un tout petit peu que la question des perturbations stratégiques n'est pas liée au contexte des pays émergents, ou disons à revenus intermédiaires ou faibles de haut niveau, mais également c'est une question qui se pose dans des grandes entreprises dans des grands pays tels que le Canada. Et là, je vous livre les résultats d'une étude qui a été faite par Deloitte qui étudie les perturbations actuelles. Est-ce que les entreprises canadiennes sont-elles prêtes pour les affronter? Et il vous livre de ce côté-là en bleu les principales transformations industrielles particulièrement sous forme, je dirais, de vagues de l'INTF. C'est la robotique de pointe, c'est l'intelligence artificielle, c'est le recours au réseau, c'est les plateformes collaboratives connectées, c'est la fabrication de pointe. Mais comment ils répondent comme recommandation? Après constat que les entreprises canadiennes ne sont pas inscrites dans cette dynamique de perturbation, ils leur recommandent 4 éléments. Le premier élément, c'est ce que je suis en train de défendre aujourd'hui, c'est l'environnement perçu que j'ai cadré ici en rouge. Favoriser la conscientisation, c'est-à-dire favoriser cette prise de conscience que le changement est inévitable, inéluctable, et il faut agir. Et par voie de conséquence, il est nécessaire d'adopter la bonne culture, d'acquérir l'agilité organisationnelle nécessaire et de se doter des ressources efficaces. Vous allez me dire, ce débat c'est un débat de grande entreprise. Non, c'est un débat également de PME, mais sous d'autres appellations, sous un autre dictionnaire et répertoire. L'agilité, c'est vrai, c'est quelque chose que la littérature développe, mais on la trouve chez le Ma'allem, à l'artisanat déjà. Et donc, il faut savoir que c'est un changement de répertoire, pas plus. Et c'est nécessaire.
Donc, pour arriver à mon cadre de lecture que je vous propose et que je propose aux chercheurs, s'il y a quelqu'un qui aimerait collaborer, voire même que l'on pousse davantage la question, ce n'est pas un cadre conceptuel ficelé puisqu'il n'y en a pas d'hypothèse, mais d'un côté, l'espoir, c'est d'étudier la perception de l'environnement externe, son impact et son lot de changements sur les stratégies de flexibilité. D'un côté, vous avez les principales variables sans item, bien sûr, pardon, c'est les transformations de la logistique externe, c'est les transformations de la concurrence, c'est les perturbations liées aux relations avec les clients et c'est également faire appel à l'intervention de l'État à la portorienne dans son outil d'analyse 5+1. De l'autre côté, la variable dépendante serait les stratégies de flexibilité et donc les items centraux sont la flexibilité de travail tant qu'on l'a défini auparavant, c'est l'automatisation et la digitalisation comme symbole de la technologie et en fin de compte, c'est la transversalité comme symbole du fonctionnement managériel. Le terrain empirique d'application suggéré, c'est les PME industrielles. Mais là, je reviens à une question qui a été posée par mon ami et collègue et frère également, M. Fouzi Bousdra, c'est les PME industrielles. Est-ce que les PME, on a une définition? Là, je suggère à ce qu'il faut faire une stratification par taille et par secteur. Si l'on revient à la définition qui est donnée par le livre blanc de 2001 au Maroc, il faut savoir qu'il y a 6 critères pour définir une PME. La stratification à laquelle je plaide, c'est qu'au moins, il faut, si l'on prend rien que la question de l'effectif, parce que c'est le critère le plus utilisé, il faut distinguer, stratifier. Quand on parle PME, les PME ne se ressemblent pas. On met un amas et un tas d'entreprises qui ne sont pas semblables. Il y en a des très petites entreprises, il y a des petites entreprises, il y a des moyennes entreprises. Et il y en a des entreprises qui appartiennent à des groupes. Il y en a des entreprises qui ont des chiffres d'affaires très importants. Et d'ajouter, il faut également penser à la question de l'entreprise sociale, comment l'intégrer dans le cadre de la PME. Oui, entreprise sociale, aujourd'hui, c'est un concept bateau, mais pour moi, c'est derrière ce concept, il y a des coopératives, il y a des entreprises à vocation sociale qu'il faut prendre en considération. Je vous remercie pour votre attention. Désolé, Monsieur le Président, si j'étais un peu long. J'espère que j'ai partagé avec vous l'essentiel de ma présentation. Merci beaucoup, chers collègues. C'est Hicham Atoche pour cette présentation assez riche. Je n'ai pas pu vous arrêter parce que vraiment toutes les informations étaient très intéressantes et on ne pouvait pas arrêter votre présentation. Et bien sûr, je vais essayer rapidement parce que vous avez partagé avec nous un ensemble d'informations. Je vais essayer d'être aussi fidèle pour reprendre quelques idées principales. Vous avez commencé votre présentation par la problématique, comment se profilent les stratégies de flexibilité des PME face aux perturbations environnementales. Vous avez essayé de répondre à cette problématique via 2 axes, à savoir au cœur des concepts clés et bien sûr en nous présentant aussi une grille de lecture qui était revisitée. Donc pour le premier axe, vous avez entre autres mis en exergue deux informations, 2 actions, si on veut appeler les choses comme ça. C'est le fait d'exploiter les pratiques lean ou encore investir dans la technologie afin de pouvoir piloter l'exécution de la stratégie en réponse au changement. Et bien sûr, vous avez aussi partagé avec nous une revue de littérature qui a mis en exergue les réponses aux turbulences environnementales, entre autres. Et on trouve bien sûr l'axe où vous êtes que vous avez le plus développé, c'est la focalisation et flexibilité du métier de base.
Donc, vous avez aussi évoqué ce débat entre la flexibilité interne ou externe, voire aussi la flexibilité numérique ou encore fonctionnelle. Et bien sûr, vous avez aussi mis le lien entre la flexibilité et le temps de travail à travers tout ce qui est quantitatif, qualitatif, qu'il soit externe ou encore interne. Dans un deuxième point, vous avez parlé aussi de la grille de lecture qui était revisitée. Vous avez parlé bien sûr de la théorie du chaos ou encore des effets des papillons, que j'ai beaucoup apprécié parce que vous avez partagé avec nous des informations très intéressantes. Vous avez parlé de tout ce qui est révolution numérique, de tout ce qui est implication de la crise systémique due à la pandémie de Covid-19. Bien sûr, on parle aujourd'hui de la guerre de la mer Noire ou encore du changement climatique. Et vous vous êtes bien sûr demandé si ces perturbations que vous avez nommé le papillon, ou moi j'appellerais aussi effet papillon, environnementales sont bien perçues par les PME. Et bien sûr, je voudrais juste rajouter un point dans ce sens, c'est que les PME au Maroc, on a vu un petit peu l'impact causé par la crise Covid-19. Plusieurs PME ont mis la clé sous le paillasson, c'est-à-dire elles ont déclaré leur faillite. Quelles sont les PME qui ont pu survivre sur les marchés? C'est les PME qui ont en quelque sorte anticipé les effets néfastes de cette crise et qui ont essayé d'être plus flexibles, de réadapter, que ce soit leur ligne productrice ou encore de réadapter aussi leur style de management. On voit même qu'il y a des exemples qu'on peut citer dans ce sens. Il y a même des entreprises qui ont quitté en quelque sorte leur lieu pour opter pour le télétravail afin de réduire en quelque sorte les coûts. Donc, plusieurs exemples de certaines entreprises qui ont essayé en quelque sorte, comme je viens de le dire, d'anticiper ces effets de la crise Covid-19. Et pour finir, vous avez proposé un cadre conceptuel qui propose en quelque sorte l'environnement externe perçu ou encore les stratégies de flexibilité. J'espère avoir pu en quelque sorte reprendre les axes principaux de votre communication et je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président bien sûr du Forum des économistes marocains et que vous êtes notre cher collègue au niveau de notre chère bien sûr faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Suisse de Rabat. Merci beaucoup monsieur Atosh Hicham, notre